Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse et de réflexion sur les grandes questions de société en Afrique et dans le monde. Ce soir, nous abordons deux thèmes majeurs. D'abord, le rôle des traditions et coutumes dans la cohésion sociale dans un contexte marqué par la célébration du 15 mai et la valorisation des pratiques endogènes. Ensuite, nous reviendrons donc sur la montée des violences xénophobes en Afrique du Sud contre des migrants africains. Deux sujets différents, mais qui interrogent tous deux le vivre ensemble, l'identité et la cohésion sociale entre les peuples africains. Pour en parler, donc, je reçois ce soir Monsieur Elwende Contombré, économiste, membre du cadre 2 heures pour Kamita. Bonsoir, Monsieur Contombré, et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir aussi à toute l'équipe de Kaziba TV. C'est un plaisir d'être là. Merci d'être avec nous. Alors, dans nos sociétés africaines, les traditions et les coutumes occupent une place importante dans la vie quotidienne. Elles transmettent donc des valeurs, renforcent les liens familiaux et participent souvent à la stabilité sociale. Avec l'instauration donc du 15 mai comme journée de valorisation des pratiques coutumières et traditionnelles, beaucoup estiment que ces pratiques longtemps marginalisées ou cachées retrouvent aujourd'hui une reconnaissance sociale et identitaire, mais à l'heure de la modernité, des réseaux sociaux et de la mondialisation, certains s'interrogent, les traditions restent-elles donc un facteur d'unité ou deviennent-elles parfois un frein à l'évolution sociale? Alors, Monsieur Contombré, quelle place occupe aujourd'hui donc la tradition dans nos sociétés? Il faut dire que la tradition et les coutumes, c'est l'âme du peuple noir. Et voilà. Le peuple noir de façon générale et du peuple burkinabé de façon particulière. Parce que quand nous parlons de la tradition et des coutumes, nous parlons d'identité. Et l'identité, c'est l'ensemble des attitudes et de comportements d'un peuple. Et cet ensemble d'attitudes et de comportements dépend de la vision du monde que ce peuple a. Et quand on parle de vision du monde, c'est la relation que le peuple établit entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est ça. Et pour pouvoir dérouler ça, ça se déroule à travers 3 éléments. Le nom, la langue et la tradition. Quand quelque chose n'a pas de nom, on dit que la chose n'existe pas. La langue, c'est l'élément utilisé pour faire en sorte que toutes les expressions, toute votre pensée, vous l'exprimez à travers ça. Et c'est pourquoi nous disons que la langue est le catalyseur de la culture. C'est ça qui met un peuple en mouvement. Et la tradition, c'est l'ensemble des innovations ininterrompues de ce qui nous a été donné par nos arrière-grands-parents et que nous, à notre tour, nous devons la perpétuer. Quand on dit innovation, ça ne veut pas dire que c'est des choses statiques qui sont restées, par exemple, 1000 ans et qui doivent rester statiques. Non, ça évolue en fonction des outils technologiques. Et à partir de là, vous comprenez que quand on dit tradition et culture et coutume, c'est un peuple qui détermine. Et c'est ça, votre vision du monde. Quelle est la vision du monde que le Mouara a? Quelle est la vision du monde que le Lobi a? Quelle est la vision du monde que le Dakara a? Quelle est la vision du monde que le Gourmanché a? Quelle est la vision? Quand vous rassemblez tout ça, c'est ça qu'on appelle la cosmologie. La cosmologie, c'est la science qui étudie les interactions, les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers. Et quand vous prenez tout ça, tous les peuples noirs, je dis bien, tous les peuples noirs de l'Afrique et même de la diaspora ont cette gêne en eux. Nous savons comment nos parents ont essayé de comprendre l'origine de l'humanité et quelles sont les lois qui lient les différentes créatures au Créateur. Donc, dans la vision de l'Afrique, quand on dit au commencement c'était quoi, nos parents disent c'était l'eau. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, à partir de là, vous savez quelle est la relation que nos parents ont de la nature, de l'arbre, de la forêt, de tout ce qu'il y a comme créature. Et voilà pourquoi souvent les gens disent, mais pourquoi un être humain peut parler avec un caillou, il peut parler avec un arbre? C'est parce que les parents se sont rendus compte que dans la mise en place de la création, le Créateur a mis une partie de lui dans tout ce qui vit. Donc, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire que vous allez aller couper un arbre parce que vous avez la force et que vous avez un appareil capable de le couper en un temps record. Et à partir de là, vous devrez envoyer un message parce que l'arbre que vous voyez là, il y a une partie du Créateur. L'eau a une partie, l'eau a une mémoire. Il y a
Tout est ensemble. Et pour pouvoir observer ça, pour pouvoir connaître ces lois, il faut l'observer. Et quand vous l'observez ça, le principe qui va sortir, c'est le principe du respect. Alors, comment on peut faire le lien entre la cohésion sociale et le vivre ensemble avec ce que vous venez de dire? Parce que pour pouvoir respecter tous ces éléments, vous ne pouvez pas respecter l'arbre sans respecter l'humain. Vous voyez, tous ce sont des éléments pour dire que si vous respectez tous ces éléments, ça veut dire que l'humain est au centre. C'est pourquoi quand vous prenez la charte de Kouroukan-Foukan, nos parents avaient codifié en disant, c'est toute vie est une vie. C'est profond, hein? Tout tort causé à une vie mérite réparation. Donc ça veut dire que si vous respectez tous ces éléments, ça veut dire qu'en fonction de l'humain, voilà, vous le respectez. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt en Afrique, tout le village même s'arrête pour l'accompagner. Et dans le principe de la tradition, c'est pour dire que vous devrez valoriser la vie, entretenir la vie. C'est pourquoi tuer n'est pas bon chez nous. Et si vous ôtez la vie, vous serez sanctionné parce que ce n'est pas prescrit. La vision de la tradition africaine, c'est de perpétuer la vie, animer la vie, faire vivre les gens. Et c'est tout ça. Vous ne pouvez pas faire vivre les gens si vous n'êtes pas dans la cohésion sociale. Voilà pourquoi l'Africain a sacralisé tout. La forêt est sacrée, l'eau est sacrée, certains animaux sont sacrés, tout est sacré, 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 parce que le principe veut que pour que l'univers fonctionne, il faut qu'il y ait un équidistant, un équilibre entre les éléments de la création. Et à partir de là, on retombe maintenant sur le cadre des humains. Par exemple, nous, au Burkina Faso, nous avons des sociétés. Nous avons à peu près 64 ethnies. En réalité, ça ne dépasse même pas des ethnies. Et 4 langues qu'on parle. Quand on dit, bon, les autres, on dit que c'est des rameaux. Quand on va coïncider, ça ne dépasse pas 4 langues qu'on parle en réalité. Mais ça veut dire que quoi? Et quand vous prenez toutes ces langues, vous avez l'impression que peut-être comme on a 64 ethnies, vous allez croire qu'on a 64 cultures. Non, on n'a pas 64 cultures, on n'a qu'une seule. Ça veut dire que si vous prenez toutes les ethnies au Burkina Faso, les communautés ethnoculturelles, vous les prenez un à un et vous leur demandez quelle est leur vision de l'eau. Quand vous allez finir, vous tirez la conclusion, c'est la même chose. C'est ça où on parle de l'unité culturelle. Et quand vous comprenez ça, c'est fini. Et c'est pourquoi les parents ont essayé de dérouler ça en faisant en sorte que dans nos rapports, on dit un tel est parenté avec un tel, fait alliance à plaisanterie avec un tel. Tout ça, c'est pour animer la vie. Animer la vie, animer la vie. Et aussi animer la diversité parce que quand Dieu a créé l'univers, quand vous rentrez dans la forêt, vous voyez les arbres sont là, non? Il y a les longs arbres, les gros arbres, les moyens, les herbes, les arbustes. Et c'est tout ça qui donne la forêt. C'est ça. Donc, quand vous aimez ça, vous devrez aimer la diversité, mais en respectant la 7e loi de l'univers, le principe du respect. Merci. Avec le 15 mai, les pratiques coutumières et traditionnelles ne seront plus cachées ni voilées, mais davantage assumées donc comme des pratiques identitaires. Comment appréciez-vous cette évolution et surtout, est-ce une forme de justice faite à cette religion? Tout à fait, c'est une sorte de justice parce que le processus de l'évolution de l'Afrique a été court-circuité par 2 étrangers qui sont arrivés, notamment la vision du monde judéo-chrétien et la vision du monde arabo-musulman. On les a accueillis. Mais la façon de pénétrer n'a pas plu aux Africains parce que les Africains ont été tellement touchés dans leur profondeur que ça a créé beaucoup, on a perdu beaucoup, hein. D'autres étaient obligés de se résigner. Ils ont eu l'espace, on les a accordé beaucoup de choses. Tout ça, c'est dans les principes de respect qu'on a fait ça. Mais en retour, on veut nous effacer. Et c'est dans ce processus d'effacement qu'on dit non, c'est pas possible. Des étrangers ne peuvent pas venir démontrer notre lien avec les créateurs. Non, non, non. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nos parents ont pensé ça. C'est pourquoi ils se sont rendus compte que s'ils ont créé les coutumes et les traditions, c'est pas rien. C'est parce qu'ils ont tellement réfléchi qu'ils se sont rendus compte que l'univers marche avec des lois qu'il faut bien comprendre. Mais venir mettre ça de côté et dire qu'on peut s'arrêter comme ça et puis parler avec Dieu. Non, dans le principe africain, c'est pas comme ça. Parce que les lois que l'univers a établies là, quand vous les observez, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la végétation. S'il n'y a pas la végétation, il n'y a pas le règne animal. S'il n'y a pas le règne animal, mais c'est fini. Donc, le règne végétal respecte le règne minéral, le règne animal respecte le règne végétal et ainsi de suite. Et nous, à notre tour, en établissant ces lois-là, nous, on respecte tous ces éléments. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'on est obligé de ressusciter, de donner plus de la justice aux religions traditionnelles, c'est le fait qu'hier, on était
beaucoup pris en partie par nos étrangers. Heureusement qu'avec l'avènement du MPSR2, on a essayé de corriger pour qu'il y ait équilibre. Et c'est important. Et parce que l'équilibre voudrait que s'il y a ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux aussi qui sont au milieu, et que voilà, on essaie de collaborer parce que c'est le même créateur. Alors, cette question, quel rôle les jeunes doivent-ils donc jouer dans la transmission et l'adaptation donc des traditions à nos réalités actuelles? Voilà. Ce qui est important, c'est parce que on ne peut pas vivre au-delà de notre paradigme du monde. Et pour pouvoir vivre avec le paradigme africain, il faut que, à partir du moment où on a instauré la journée des coutumes et des traditions, on va passer à une deuxième étape. Former la nouvelle génération africaine qui a été prise au piège par l'école coloniale, dont à l'intérieur, on n'a pas comment on appelle ça, tous les mécanismes pour pouvoir étudier en profondeur comment on appelle ça, la réalité africaine. Parce que hier, il y avait les centres initiatiques où on formait. Et parce qu'une jeune fille qui fait les centres initiatiques, dès qu'elle sort, elle était pharmacienne. Immédiatement, elle connaissait le nom des plantes, la manière d'enlever, l'heure d'enlever. Mais il n'y a plus ça. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, au niveau des jeunes, on va les préparer à comment garder les villages, comment garder les secrets. Faut pas parler au hasard, faut pas, on respecte les aînés, on respecte ça. Et ce sont des codes. Et quand on vous le donne, vous savez qu'on ne peut plus parler au hasard. Mais s'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas de sacralité, vous êtes dans un environnement à ciel ouvert. Et on ne vit pas comme ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens se demandent, mais que les vieux ne donnent pas le savoir. Les vieux ne peuvent pas donner le savoir parce qu'on ne donne pas le savoir comme ça. Le savoir, c'est comme une arme, c'est comme un couteau. Le couteau sert à couper les joignons, comme ça peut poignarder quelqu'un. Mais, pour que tu puisses le donner à quelqu'un, il faut s'assurer de la qualité morale de la personne, pour que, quand il va utiliser le couteau, il puisse l'utiliser à faire le bien que de faire le mal. C'est la même chose avec les savoirs africains. Si vous donnez le savoir à quelqu'un qui ne le maîtrise pas, il va l'utiliser à aller faire l'effet inverse. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la 4e loi de l'univers, la loi de la dualité. Tout est deux. Et quand tout est deux, il faut beaucoup plus orienter vers le bien que de l'orienter vers le mal. Et voilà pourquoi nous disons à chaque fois que dans ce processus-là, on va réveiller comment on appelle ça, les centres initiatiques, faire en sorte que nous puissions former les enfants de bas âge, de sorte à ce qu'ils puissent, dans leur manière de faire, soient plus humains, voilà, plus respectables, de sorte à ce que nous puissions construire la société d'hier qui a beaucoup duré. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Contombré. On n'est vraiment pris par le temps. Je suis obligée de vous arracher la parole. D'accord. Second sujet, depuis plusieurs années, l'Afrique du Sud connaît donc des vagues de violence contre des migrants africains. Des commerçants sont pillés, des étrangers agressés et parfois tués dans un climat de tension sociale et économique. La xénophobie en Afrique du Sud est devenue donc un phénomène complexe et récurrent, marqué par des violences ciblées contre des ressortissants d'autres pays africains. En 2026, encore plusieurs incidents ont été signalés avec des intimidations, des pillages et des appels à expulsion donc des migrants. Ces attaques soulèvent donc de nombreuses questions sur la cohésion entre Africains, la gestion de l'immigration et les réponses des autorités sud-africaines donc face à cette crise. Alors, Monsieur Contombré, quelles sont donc les principales causes de la montée de la xénophobie en Afrique du Sud? C'est l'agression de l'Afrique du Sud par des étrangers. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis dans les années 1700, 1800, avec les Boers, après les Boers, les Anglais. Les deux même se sont frappés. Et ils étaient obligés de déclasser les Noirs pour occuper maintenant les terrains. C'est cette guerre que vous voyez comme ça. Et la génération de Nelson Mandela, avec les Steve Biko, avec les Mbili Mandela, voulait rééquilibrer les choses. Mais dans le processus de rééquilibrage, ils n'ont pas pu équilibrer. Le côté politique a été réglé, mais le côté économique est resté toujours entre les mains de ces gens. Et vous savez que dans leur manière de faire, le noir est perçu comme un être primitif jusqu'à aujourd'hui en Afrique du Sud. Et ça fait que ils ont construit l'économie de sorte que les autochtones sud-africains qui n'ont pas le travail voient les autres Africains qui sont venus en train de faire les petits boulots comme leurs concurrents. Et ça fait qu'à partir de ce moment, l'adversaire premier des Sud-Africains autochtones n'est pas les Blancs qui sont venus pour occuper les terres et qui ont construit les grandes sociétés qui fait qu'aujourd'hui, eux n'ont pas le travail. Mais c'est les Africains qui sont venus de par les autres pays d'Afrique
Voilà qui fait que c'est eux les premiers ennemis des Sud-Africains. En fait, c'est une déviation de combat. En réalité, ce n'était pas les Noirs africains. Tout à fait, je voulais me poser cette question. Parce que ce n'est pas les Noirs africains qui sont venus de Congo, de Sénégal, du Ghana. Non, ce n'est pas eux. Eux-mêmes, ils se cherchent. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous êtes sur une terre qui vous appartient et que la plupart des terres ont été occupées par les Blancs et qu'ils ont électrifié, déposé. Et c'est pour eux. Il y a des villes en Afrique du Sud, un Noir ne met pas son pied. Ils ont leur monnaie à part. Mais pourquoi vous ne posez pas ce sujet et que chaque fois qu'on se lève, on attrape un Congolais qui est en train de faire une cabine ou bien une fille sénégalaise qui fait son restaurant et on dit que c'est elle qui est venue en train de récupérer les petits travaux qu'ils ont. En fait, c'est parce que l'élite politique de l'Afrique du Sud, c'est vrai, c'est des Noirs qui dirigent, mais c'est pourquoi on dit souvent que sauf quand vous avez l'appareil politique et que vous n'avez pas l'appareil économique, vous ne pouvez pas construire une société juste. Et les répercussions de cette injustice-là, c'est ça que vous voyez sur le terrain. Et maintenant, dans la mentalité du subconscient sud-africain d'origine, il s'est dit que s'il est dans la pauvreté, c'est parce que les Congolais, les Ghanéens, les Nigériens qui sont venus récupérer les autres travaux là, font qu'eux, ils n'ont pas de travail. Donc, il faut qu'eux ils partent et eux, ils vont aller faire ce genre de travail. Mais est-ce que dans la mentalité du Sud-Africain, il se rend compte que, mais pourquoi toi, tu ne pars pas affronter ces gars-là? Rassembler tous les... Parce que l'apartheid là, c'était quoi? Les Sankara, tous les Noirs se sont battus pour aider l'Afrique du Sud à s'en sortir. Ils ont refusé. Mais ça n'a pas donné. C'est les répercussions qui sont toujours là. Et l'Afrique du Sud ne peut pas passer son temps chaque fois de se lever et aller condamner les Noirs qui sont là-bas même qui se cherchent. Donc vous voyez, par fini, c'est quoi? Les Noirs sont harcelés à l'intérieur de l'Afrique. Si vous partez aux États-Unis, c'est pareil. Vous partez même dans les autres pays d'Africains. Mais la crise ivoirienne, c'était quoi? Les Ivoiriens étaient obligés de se lever et dire que c'est les Moussis qui sont venus récupérer. Mais les Libanais étaient là-bas. Non? Pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire on fait de sorte que les nègres se lèvent contre les nègres. C'est pas un truc récent, hein? Depuis l'esclavage, c'est ça. Jusque dans les champs de plantation, il y a un nègre qui est là à côté, qui garde les nègres qui travaillent dans les champs de plantation. Et on dit aux nègres qu'ils surveillent, que s'ils fouettent bien ceux qui sont dans les champs de plantation, on va lui donner plus de liberté. Et lui, il fait sortir son caractère lion pour mater les nègres qui sont à l'intérieur. Et c'est toujours comme ça. Voilà que vous voyez partout en Afrique. On va se lever, oui, et là, non, ils sont venus récupérer nos travaux et nous, on n'a pas de travail. Donc, il faut les chasser. Et c'est ce scénario qu'il est là devant nous. C'est parce que l'élite politique en Afrique du Sud n'a pas encore construit une armature économique capable de mettre les Sud-Africains au travail. Et si c'était fait le cas, je vous jure, même les Africains qui partaient travailler là-bas, d'autres même allaient repartir parce que le capital ne suffit pas. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est une terre riche en sol et en sous-sol. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la vie des Noirs, c'est scandaleux. Et ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi nous disons de reparamétrer les choses. Parce que si vous faites ça et que les autres Noirs se rendent compte, la crise n'est pas finie. Si les Noirs décident de partir, vous qui êtes là-bas, vous serez effacés. On va faire ce qu'on appelle le colonie de peuplement. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. On a effacé des humains. Si les Indiens ne sont plus en Afrique, aux États-Unis, c'est pas rien. On peut effacer les Sud-Africains et faire venir les autres peuples. Ils vont envahir votre lieu et puis c'est fini. Donc c'est urgent pour l'élite politique en Afrique du Sud de se rendre compte que le combat historique qui a été mené hier par les Steve Biko et les Willy Mandela est un combat inachevé qui devront achever quels qu'en soient les moyens qu'il faut prendre. Alors, on sent que les gens sont vraiment déçus par leur réaction. Hein. On a vu les Sud-Africains qui ont vécu l'apartheid, ils ont été beaucoup soutenus. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont dans l'incompréhension totale, c'est eux qui persécutent leurs frères. Comment on peut analyser tout ça? On analyse tout ça parce que l'appareil économique est entre les mains des Blancs. Et les Blancs les font comprendre que non, en réalité, si vous n'avez pas de travail, c'est le fait que les autres Noirs sont venus occuper les derniers postes qui restent. Mais l'opinion est dessus. Mais l'opinion est dessus parce que l'opinion, par derrière, quand vous regardez, vous percevez le jeu. Mais ceux qui sont à l'intérieur, bon, tu vois quelqu'un qui est au chômage et on lui dit que non, tu n'as pas le travail, c'est parce qu'un Congolais est venu prendre ce que toi tu as. Mais c'est fini. Le gars, il voit le Congolais comme son ennemi numéro 1. Alors qu'en réalité, quand vous analysez au fond, mais la plupart des grandes sociétés en Afrique du Sud, c'est qui? C'est pour les Boers, les Anglais, les Indiens, ils ont envahi le pays. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce qui nous guette. C'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire de façon douce. Vous ne percevez pas. Et même chez nous. Heureusement qu'avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, on a rapidement dit que non, un Burkinabé ne doit pas vendre ses terres à un étranger. C'est puissant et c'est révélateur du caractère stratégique que les gars mettent en place. Non seulement ils viennent d'abord pour dire, bon, on vient pour faire ça. Petit à petit, ils accueillent tout et paf, ils ont occupé l'espace. Et vous serez obligés de venir être des sureurs de chaussures, des nettoyeurs de maisons pour eux.
Parce que pour que vous puissiez arriver au niveau où ils sont, il faut une éducation puissante. Alors que quand vous voulez construire une économie puissante, il faut une éducation puissante pour former un capital humain puissant pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie. Mais si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Alors, dernière question, en bref, on ne sent pas la protection des Africains. Selon vous, quelle solution il faut préconiser? Parce qu'on sent un peu un silence donc au niveau des autorités sud-africaines. Est-ce que les Africains là-bas sont protégés? Et qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce que des organisations doivent se lever pour pouvoir rapatrier certains Africains dans leur pays? Non, le problème même, c'est un problème civilisation du monde noir. C'est à cause de ça, l'AES est née. C'est pas rien. Tout ce que les Sud-Africains vivent, que ce soit les Sud-Africains autochtones et les Noirs africains qui ont envahi l'Afrique, qui sont allés en Afrique du Sud chercher à travailler là. Et nous, dans l'AES, c'est la même maladie. Ça veut dire que si l'AES ne réussit pas, c'est qu'ils sont en train de vivre là-bas, là. Nous allons le vivre ici. Vous ne pouvez pas imaginer la machine qui est derrière, qui arrive là. Hein. Et c'est pourquoi nous disons que pour que ce match, on gagne ce match, il faut faire en sorte que l'Africain se replie sur lui-même. Et sur lui-même, c'est se rendre compte de sa force qu'il a par lui, de pouvoir faire en sorte que nous puissions gagner les combats. Parce que tant qu'on ne le fait pas, aujourd'hui c'est l'Afrique d'ici, demain, ça va être la Côte d'Ivoire, après demain, on va dire le Burkina Faso. Mais nous, on a compris, mais malgré que nous, on a compris, regardez comment on est en train de se battre comme des beaux diables pour sortir. C'est parce qu'on se rend compte que quel est le pays africain qui peut sauver les Africains en Afrique du Sud à l'estat? Qui parle? On dit que l'Afrique du Sud est la puissance économique derrière le Nigeria qui avance. Mais lui-même, dans son propre pays, ne peut même pas sauver non seulement les propres citoyens sud-africains qui servent du travail et aussi les Noirs qui sont arrivés là-bas. Donc, ça fait quoi? Ça veut dire que l'économie sud-africaine est entre les mains des non-sud-africains. Et c'est pourquoi souvent, quand vous voyez Donald Trump sort, il parle, il dit, mais on va protéger la minorité blanche. Pourquoi il le dit? Il a le Pentagone derrière lui. Mais quelle est l'armature militaire qui est derrière nous? Rien. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, même la diaspora, les gens sont derrière l'AIS parce que quand vous allez analyser au fond, vous allez vous rendre compte que tant que vous n'avez pas une puissance noire établie, aucun noir sur la terre n'est en sécurité. Aucun. Ce n'est pas les semblants de sécurité qu'on a actuellement là. Hein. Pour d'autres, dans 10 ans, ça va déclencher. D'autres, c'est en 20 ans, d'autres, c'est en 40, 50 ans prochains. Et pour le moment, comme on a compris, voilà pourquoi on est vent debout contre l'AIS pour les dire. Il faut blinder le monde noir de sorte qu'on puisse protéger nos enfants et nos arrière-petits-enfants. C'est la seule arme qui nous reste. Sinon, eux là, ceux qui sont en face de nous, ils sont intolérants et c'est sans concession. Et dans la géopolitique actuelle, il n'y a pas d'amour. C'est les intérêts qui guident les pas. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Relwende Contombré. Merci à vous. Merci à notre invité Relwende Contombré pour ses analyses. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission des Décryptages 360. Somme toute, nos traditions, tout comme les défis liés aux migrations et à la coexistence entre les peuples africains, nous rappellent une chose essentielle. Le vivre ensemble demeure un enjeu majeur pour l'avenir de nos sociétés. Continuons donc à privilégier le dialogue, la tolérance et le respect des identités, la solidarité entre les peuples africains surtout. Toute la direction donc de Kaziba TV vous souhaite une excellente fête du 15 mai. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro des Décryptages 360. Bonsoir.